Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, on va parler des foncières cotées, ce qui fait suite à la vidéo sur les SCPI. Et j'en profite pour ouvrir une nouvelle playlist qui va s'appeler Les actions de la communauté. Cela va me permettre de faire le suivi de plusieurs actions pour un secteur donné, comme par exemple les bancaires ou le secteur pétrolier. Et si vous souhaitez que je fasse une étude pour certaines actions en particulier, dites-le moi en commentaire. On pourra partager nos avis et peut-être découvrir de belles opportunités. Pour le secteur immobilier, j'ai sélectionné 4 actions ayant la plus forte capitalisation, auxquelles j'ai ajouté Nexity qui est une des rares à être éligible au PEA. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai aucune foncière cotée en portefeuille. En effet, si on avait investi au plus haut de 2020, juste avant la crise du Covid, on aurait vu les actions françaises gagner 17% en moyenne sur 3 ans, alors que les foncières ont toutes perdu au moins 50%, sauf Clépierre qui limite sa perte à moins 25%. Ce comparatif permet de tester à la fois la résilience des titres dans la tempête, mais aussi leur capacité à rebondir. Et là, comme on va le voir, les foncières se sont fait massacrer par le Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine et la remontée des taux d'intérêt. Et les ETF du secteur immobilier nous montrent très clairement que c'est l'Europe qui en a payé le prix fort. Pour information, j'ai sélectionné 3 ETF. Le premier investi à 100% aux États-Unis, un ETF Monde notamment investi à 60% aux États-Unis et un ETF investi dans les foncières européennes comme Vonovia, Gecina, Unibail et Clépierre. Bien sûr, les liens sont tous en description. Si maintenant on croise la performance et le rendement, on peut voir l'ampleur des dégâts. Clépierre sort du lot en faisant la moins mauvaise performance avec un rendement correct de 4%, sachant qu'un ETF CAC 40 offre un dividende de 2,5% par an. Mais quoi qu'il en soit, l'immobilier américain a limité la casse par rapport à l'Europe. On peut rappeler que sur 30 ans, donc en incluant la crise immobilière des années 90, les SCPI offrent un rendement de 6-7% par an, alors que les foncières cotées suivent le même comportement que les actions du CAC 40, avec 2 fois plus de performance mais en triplant la volatilité, comme si le marché ne tenait pas compte de leur spécificité en termes d'actifs immobiliers. Sur le long terme, en données mensuelles, on peut voir que le CAC 40 a été fortement impacté par plusieurs crises majeures. Le 11 septembre, en 2008 avec la crise des subprimes et dernièrement avec le Covid, sans oublier l'éclatement de la bulle Internet juste avant le 11 septembre. Et si on le compare avec les foncières, on remarque que ces différentes crises ont eu un impact différent. Par exemple, le 11 septembre a moins impacté le secteur immobilier contrairement à la crise des subprimes, d'où l'importance de diversifier les investissements par secteur. Par contre, le Covid puis la remontée des taux et la guerre en Ukraine ont achevé les foncières. Et on voit très clairement que l'immobilier américain a été relativement préservé en 2022 par rapport à l'Europe, qui se retrouve en première ligne de la nouvelle guerre froide. Actuellement, les foncières cotées semblent avoir retrouvé une certaine stabilité, et Clépierre a même retrouvé le chemin de la hausse, contrairement à Nexity qui s'enfonce toujours plus. Et plus loin, on verra pourquoi. En 2022, au plus bas de sa chute, le CAC 40 est revenu au niveau de 2020 juste avant la crise du Covid, alors que plusieurs foncières sont revenues à leur niveau de 2010 et que Nexity est même redescendu à son niveau de 2008 en pleine crise des subprimes. Mais le pire est pour Unibail qui est revenu à son niveau du début des années 2000. Et du côté américain, l'ETF évolue à plat depuis 2015. Entrons un peu plus dans le détail avec les ratios financiers. Clépierre est la seule à afficher une marge positive en 2023. Et pour Nexity, la marge me semble trop fragile. Il faut noter que ces deux sociétés affichent une dette sur EBITDA inférieure aux autres, ce qui est plutôt un bon point, sachant que c'est un secteur traditionnellement très endetté pour profiter de l'effet de levier. Même si la dette est stabilisée en 2023, globalement elle a tendance à diminuer si on regarde sur plusieurs années, sauf pour Nexity qui a une dette plus importante en 2022 et 2023, ce qui veut dire qu'elle emprunte actuellement à des taux élevés et la charge de la dette impactera plus lourdement ses marges futures. Ensuite, seul Clépierre affiche un payout ratio inférieur à 100 pour 2024. Nexity envisage de distribuer 100% de ses bénéfices, ce qui n'est pas un gage de bonne gestion, surtout avec un endettement qui ne diminue pas rapidement. Et Gecina, avec 134% de distribution, utilise clairement l'emprunt pour continuer à verser un dividende. De leur côté, Unibail et Vonovia veulent aussi proposer un rendement, alors qu'elles anticipent un bénéfice par action négatif en 2024. Au vu de ces informations, je ne sais pas si on peut être rassuré sur la pérennité des dividendes. Mais essayons maintenant d'estimer un cours théorique. Selon moi, à PER constant, le cours devrait évoluer dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires. Et je prends en compte le chiffre d'affaires au lieu du bénéfice net par action, car c'est une donnée brute sans les retraitements comptables ni la prise en compte des éléments exceptionnels. C'est une méthode simple qui me permet de donner rapidement une estimation.
En effet, le delta du chiffre d'affaires estimé en 2023, appliqué sur le cours constaté au 31 décembre 2022, me donne un cours estimé pour fin 2023. Et si on compare par exemple avec le consensus de cours de Boursorama, franchement on est dans le même ordre de grandeur. Intéressons-nous maintenant au cours de bourse, et commençons par le CAC 40. Il est actuellement dans une phase de consolidation moyen terme avec prise de bénéfices. Les sommets de 2022 et 2023 dessinent une forte zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Et personnellement, je ne pense pas qu'il a la force aujourd'hui d'aller plus haut. Et si on le compare avec les foncières, nous voyons que Vonovia affiche un signal d'achat potentiel alors que Klépierre confirme déjà sa tendance haussière. Quant aux ETF américains et européens, ils semblent avoir trouvé un plancher. La situation du secteur immobilier donne des signes encourageants. Alors commençons par Klépierre. Depuis le mois de juillet, le titre a retrouvé une tendance positive à moyen terme. Mais il évolue au sommet de son range et je ne sais pas quel événement lui permettrait de franchir la forte résistance des 25-26 euros alors que le cours évolue à plat depuis plus de 2 ans. Et si on dézoome en données mensuelles pour avoir une vision à long terme, on voit clairement l'énorme impact qu'a eu la crise des subprimes. Et apparemment, le titre a été peu affecté par l'Ukraine et la remontée des taux. Mais j'ai été surpris de voir que la baisse du titre et potentiellement la baisse du secteur immobilier avait commencé en 2017 après avoir stagné en 2016. C'était peut-être déjà lié à la remontée des taux directeurs de la Fed 3 ans avant le Covid. Ils sont actuellement à 5%, mais historiquement on peut remarquer que depuis 68, les taux de la Fed sont égaux ou supérieurs à 5%. Et si ce niveau de taux était maintenu pendant plusieurs années, du fait d'une inflation plus forte que prévu, on pourrait se retrouver dans la même situation que dans les années 90 avec une forte crise immobilière. Intéressons-nous maintenant à Nexity. Le titre affiche une tendance négative. Il a perdu en effet 50% depuis le mois de mars, ce qui fait que son estimation de cours est très éloignée. Le cours ne semble pas avoir encore trouvé de support sur lequel s'appuyer. D'autant plus, comme on l'a vu, la marge est faible, l'endettement reste conséquent, et le dividende pourrait un jour être supprimé pour améliorer les comptes de la société. En données mensuelles, on remarque que la vague de baisse actuelle a débuté en 2019, après une stagnation commencée en 2017. Potentiellement, le cours pourrait revenir à ses plus bas de 2008, sous les 10 euros. À moyen terme, la tendance est négative pour Gecina. Le cours vient de repasser sous la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Il est actuellement au milieu de son range, juste en dessous de son estimation de cours. Sur le long terme, en données mensuelles, on voit que Gecina avait plutôt bien performé pour atteindre son plus haut historique juste avant la crise du Covid. En 2022, le cours est descendu jusqu'à 80 euros qui semble jouer le rôle de plancher. Évoluant sous ses deux EMA 13 et 34, il pourrait y retourner rapidement. Unibail, qui fait partie du CAC 40, évolue à plat depuis plus de 2 ans et affiche un retournement de tendance à la hausse alors qu'il se rapproche du bas de son range actuel, au centre duquel se situe son estimation de cours. Il faudra surveiller le support des 42 euros et on doit signaler que le versement du dividende a été interrompu en 2021 et 2022. À long terme, en données mensuelles, comme évoqué précédemment, la baisse du titre a commencé en 2017 et le Covid est venu achever l'action, alors que le conflit ukrainien et la hausse des taux ont finalement eu moins d'impact. Mais bon, le cours est quand même revenu plus de 20 ans en arrière. Vonovia, de son côté, affiche un signal d'achat. Le cours évolue au milieu de son range, proche de l'estimation de son cours. C'est le deuxième signal d'achat depuis le début de l'année. Le cours semble avoir trouvé un niveau plancher. En fait, le titre est revenu à son niveau d'introduction en bourse en 2013. Il a plutôt bien performé jusqu'en 2020 et ensuite il a bien résisté pendant la crise du Covid. Par contre, la guerre en Ukraine et la remontée des taux ont annulé toute sa performance réalisée en 10 ans, montrant ainsi la fragilité de l'économie allemande par sa dépendance au gaz russe. Si on regarde maintenant l'ETF européen, lui aussi affiche un retournement de tendance à la hausse, alors qu'il vient de rebondir sur le bas de son range au niveau des 22 euros. On peut souligner que cet ETF intègre toutes les actions qu'on vient de voir. Sur le long terme, en données mensuelles, on voit que l'immobilier européen a été très impacté par le Covid, mais plus encore en 2022 par la guerre en Ukraine doublée de la remontée des taux d'intérêt. Cela permet aussi de voir l'éclatement d'une bulle alimentée artificiellement pendant une décennie par le crédit facile. L'ETF américain baisse également depuis 2020, mais dans une moindre mesure. Il semble avoir trouvé un support sur les 23 euros, tout en affichant un retournement de tendance à la hausse. Et à long terme, en données mensuelles, le cours évolue à plat depuis 2015, autour d'un cours pivot de 24 euros environ. Et on voit clairement un plus faible impact du conflit ukrainien sur l'immobilier américain. Avant de terminer la vidéo, il me semble intéressant de comparer le secteur immobilier au SP500. Depuis 2008, l'ETF des foncières américaines a suivi de manière parallèle le marché US dans sa globalité. Et c'est à partir de 2017 que les tendances ont divergé.
On voit également que les actions ont rebondi plus rapidement en 2020 et 2022. Pour l'ETF européen, la période 2017-2018 a été moins impactante. Par contre, la baisse de 2020 a été accentuée par l'Ukraine et la remontée des taux, ce qui a annulé le rebond des foncières réalisé en 2021. Pour information, j'affiche également le comparatif avec l'ETF Monde. Il est composé notamment à 60% de foncières américaines et à 20% d'actions asiatiques. Sa contre-performance est quasi identique à l'ETF européen, mais avec beaucoup moins de volatilité. Donc, pour conclure, si je ne devais en garder qu'une, ce serait Klépierre. En tout cas, ses fondamentaux sont les plus intéressants et le cours dans une bonne configuration. Et du côté des ETF, l'immobilier américain me semble plus résilient. Personnellement, tant que les taux ne baisseront pas, je resterai à l'écart des foncières cotées, et je préfère garder mes SCPI. À titre de diversification, j'investis également dans du crowdfunding immobilier. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.